Salut à tous, je vous propose aujourd'hui une deuxième vidéo à l'ouest sur NBA 2K25 où on va essayer de donner des éléments pour faire un choix définitif entre le Jazz et les Clippers. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Je commence avec le Jazz qu'on avait laissé à 4 victoires et 11 défaites, c'est-à-dire avec un très mauvais début de saison, alors que les Clippers étaient à peine mieux, à 7 et 10, mais quand même un peu plus proche de l'équilibre. Dans cette équipe de Utah, ce qui est à noter avant toute chose, c'est la question des tours de draft. On dispose de 2 premiers tours en 2025 et en plus il y a une protection top 10 sur le choix de Utah. Cette protection, vous avez bien compris, qu'elle est très très bien partie pour être activée. Donc ça veut dire qu'il y aurait potentiellement 3 choix de premier tour sur la draft à venir. Et puis il y a également aussi la question des jeunes qui peuvent être développés, en lesquels on peut avoir pas mal d'espoir, comme Cody Williams, qui apparemment possède un potentiel assez beau, voire même très beau. La même chose pour le petit meneur Asia Collier. Donc là aussi, c'est pas mal du tout. Pour George, on pourra parler un peu plus facilement. On le voit un peu plus. Il y a aussi Taylor Hendricks. Moi aussi, je crois en ce joueur. Peut-être aussi surveiller Sensabaugh, qui est aussi un ailier, 1m96, peut aussi jouer poste 2. Et puis, il y en a un aussi que je trouve intéressant. Je l'ai vu jouer l'autre jour, d'ailleurs. C'est Filipowski, qui peut, là aussi, offrir de belles solutions, que ce soit au poste 5, mais aussi au poste 4. Parce qu'il est un peu fluet. Et puis par contre, il shoot de loin, donc pourquoi pas. Après, j'avais établi une première rotation avec ce Jazz qui voulait donner un peu de temps de jeu à un maximum de jeunes, j'ai bien dit un peu, tout en respectant quand même une forme de hiérarchie. Pourquoi ? Parce qu'il y a quand même quelques contrats assez imposants dans cette équipe, comme ceux de Sexton, de Collins, John Collins, ou bien encore Clarkson, voire même le cas du pivot aussi, on verra, on en parlera un peu plus tard, Kessler. Voilà, donc ce qu'on peut voir, c'est que très rapidement, sur la fin du mois de novembre, on enchaîne les défaites, et ça semble en plus être très très loin de pouvoir remporter des matchs, à part, il y a eu un match serré, c'était les Spurs, mais après le reste, c'est des blowouts. Ce qui fait qu'on se retrouve assez rapidement en mauvaise position, alors qu'on voit que c'est très très dense devant. Il y a un gros combat à l'avant. Le Utah Jazz se retrouve très très rapidement décroché en compagnie des Blazers et se retrouve à 4 victoires pour 16 défaites. Mini spoil pour les Clippers, mais vous inquiétez pas, j'en parle après. Ok, donc situation quand même un peu déprimante, on va le dire, où on se retrouve avec finalement quel choix à faire. Est-ce qu'on accepte comme ça de uniquement se focaliser sur la prochaine draft, au cours de laquelle le premier choix s'annonce plutôt être cet arrière là, Devin Jamison. Moi je supervise les 17 projetés meilleurs, je les supervise tous, puis on verra bien ce qui ressort, mais à première vue, ça m'a pas l'air d'être une très bonne draft. Donc ça aussi, c'est un élément à prendre en compte. Il n'y a pas l'air d'y avoir déjà un mutant dans cette draft que j'ai choisi aléatoirement. Elle est générée par le jeu. Et donc, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on se calme et on joue vraiment lentement en termes de progression et de développement, ou est-ce qu'on essaye d'accélérer les choses et on profite peut-être d'un marché qui à un moment donné peut se débloquer pour certains joueurs. Et donc vous allez voir que j'ai fait un choix entre ces deux attitudes-là, parce que je considère que c'est difficile quand même d'être là à attendre que les choses s'améliorent. Alors j'ai commencé déjà, premièrement, par un petit peu re-hiérarchiser les choses dans cette rotation. Je souhaite quand même, à moyen terme ou à court terme, le départ de Sexton et le départ de Collins. Voilà, au minimum.
un peu à cause de leur côté trou noir et aussi du fait que ce soit des joueurs finalement monnayables, mais sur lesquels je peux absolument pas me projeter à long terme, quoi. C'est impossible. Donc j'ai mis comme ça un gros partage des minutes, hein, avec tout le monde qui a, enfin beaucoup de joueurs qui ont 24 minutes au minimum. Et après, ben, on va voir un peu ce qui se produit. Il y a quelque chose qui me choque aussi énormément, et j'ai eu envie de jouer un match pour me convaincre que c'était bien un mauvais choix. C'est la question du poste de Lauri Markkanen. Markkanen, donc, il a un salaire de franchise player, et je sais qu'IRL, il a beaucoup joué poste 3, et pour autant, pour moi, Markkanen, c'est pas un 3, c'est un 4. Sauf qu'avec l'embouteillage qu'on a dans l'effectif, il se retrouve à jouer finalement ailier, alors que ni sa taille ni sa mobilité n'indiquent réellement la possibilité d'être performant au poste 3. Alors je sais bien qu'en NBA de nos jours, les postes, c'est un peu... voilà, hein, c'est un peu de la décoration quelque part, à un certain niveau, puisque tout le monde peut jouer de multiples façons. Mais pour autant, là, dans le jeu, les postes sont respectés et il faut, à mon sens, faire des choix. Donc le match avait très très bien commencé pour nous, avec une prise à 2 sur Markkanen dont on avait tiré profit. Puis après, très rapidement, les Kings nous étouffent, et à la fois offensivement, on n'arrive pas à produire grand-chose, et à la fois défensivement, bah forcément, on cède sous les coups de boutoir de Sabonis, ou alors ici à l'instant, DeMar DeRozan. Et encore, je vous ai même pas encore montré De'Aaron Fox ou Malik Monk, hein. Donc on arrive un peu à s'accrocher. C'est pas évident, mais on peut un peu lutter. Mais après, tout ce qui va nous manquer systématiquement, c'est l'adresse. C'est-à-dire que même si sur certaines actions, on arrive à trouver de jolis paniers, globalement, ça reste très très insuffisant. Et bon, même si ici, Jordan Clarkson va mettre un très beau shoot qui nous ramène à 5 points à l'approche du Money Time, bon, en fait, on sent que les Kings, ils peuvent accélérer exactement quand ils le veulent. C'est logique. Et puis en plus, j'arrive pas à trouver les passes que je voudrais. C'est pas évident. Regardez, donc il y avait eu un fail sur l'action d'avant. Ici, je suis obligé de prendre un shoot très très compliqué avec Clarkson. On se retrouve à rater des paniers très très faciles ici avec Lauri Markkanen. Et à l'arrivée, c'est une équipe qui, honnêtement, vit mal. Et puis moi-même, je le vis pas très bien. Donc, on se fait forcément dominer et un petit peu même écraser sur le 4e quart-temps. On lâche le match, mais c'est pas encore le pire. Le pire, c'est plutôt le ressenti, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun espoir d'amélioration, il faut jouer aucun match, enfin bref, c'est un peu compliqué. Bon, donc, et puis les Kings, c'est pas non plus la meilleure équipe de l'Ouest, hein, donc il faut bien avoir conscience que quelque chose ne va pas, et donc je me suis décidé, vous allez voir assez rapidement, à bouger et à changer certaines choses. Donc on est dans la période où la NBA Cup se termine. Je vous en ai montré dans ma vidéo de l'Est, je vous en ai montré un certain nombre d'extraits. On continue à perdre, hein. Je crois qu'on est à ce moment-là, on est à une quinzaine de défaites d'affilée presque. Ou, en tout cas, on doit pas en être très très loin. On va perdre comme ça en double prolongation contre Dennis Schroeder et les Nets. Il est décisif encore une fois, l'Allemand. Et perdre encore après contre les Cavs. Enfin, on peut pas laisser les choses se faire et comme ça subir les défaites sans chercher à réagir. Donc j'ai regardé un petit peu autour, j'ai regardé les classements et j'ai commencé à essayer d'identifier quels pouvaient être les joueurs qui pourraient nous apporter quelque chose et qui pourraient s'avérer disponibles pour un trade, étant donné le mauvais comportement de leur équipe ou alors le contexte salarial. Enfin, il y a pas mal de choses, on le sait, hein, qui peuvent en NBA influer sur le marché. Ici, événement absolu, on a battu Denver. Incroyable, c'est la première victoire depuis une éternité.
Puis après, il faut se calmer direct. Il faut se dire qu'en fait, bah ouais, il n'y avait pas Niko Jokic, quoi. Donc oui, en fait, c'est pour ça qu'on a battu Denver. Et donc, à l'approche de ce match contre les Knicks, je me décide enfin à bouger. Parce que j'ai fait le tour de la question, j'ai cherché assez longtemps. Et je me décide à lancer une espèce de blockbuster trade dans lequel on enverrait Kessler, Collins, Sexton, Clarkson et un premier tour. Mais j'envoie 2027 parce que je pense que d'ici là, on sera quand même mieux. Et en échange, je récupère Jaren Jackson Jr., peu en odeur de sainteté du côté de Memphis apparemment dans la partie, et Marcus Smart qui lui par contre n'a jamais fait mystère de son peu d'entrain, hein, on va dire, pour jouer à Memphis. On se souvient qu'il n'avait pas bien digéré ce trade depuis les Celtics, et donc je vais comme ça m'orienter vers cette solution dans laquelle je libère de l'espace de jeu pour certains de mes joueurs, je repositionne Markkanen et au poste 4, et en plus je prends quelqu'un qui est fort défensivement en la personne de Marcus Smart, une véritable référence en la matière, mais enfin Jaren Jackson Jr. est pas mal non plus dans la raquette. Et je me dis que ça peut peut-être partir de là pour essayer d'améliorer les choses. Donc Memphis était bien d'accord évidemment pour ce trade. Ils récupèrent finalement une flopée de joueurs qui peut leur permettre à eux d'avoir notamment un meilleur scoring et puis aussi un effectif tout simplement plus complet. On verra quel impact ça a pour eux. Et puis de mon côté, au moins, c'est la première pierre qu'on apporte à une amélioration des choses, même si on espère simplement que l'ami Jaren Jackson Jr. ne se lassera pas trop en vertu de la saison qui s'annonce, dans laquelle on va quand même souffrir, faut pas non plus se mentir. Je repositionne Markkanen, comme je le disais, au poste 4, ça faisait longtemps que ça me démangeait. Je refais de Marcus Smart un arrière qui peut aussi jouer meneur. Ça me paraît là aussi un peu plus correspondre à Marcus Smart, même si honnêtement en meneur il est bon, hein. Mais on a Keyonte George, donc voilà. Et puis je bascule Taylor Hendricks plutôt en ailier. Il me paraît avoir beaucoup plus le profil que Markkanen, en espérant de cette manière-là un rééquilibrage un petit peu de l'effectif, une meilleure voilà, quelque chose de mieux au niveau de l'alchimie d'équipe. Ce qu'on va essayer de concrétiser ensuite par une rotation avancée, alors sur laquelle les titulaires sont facilement identifiables, et après je vais demander à Eubanks d'assurer les minutes où Jackson n'est pas là, à Filipovski de prendre aussi des minutes au poste 4 en relais de Markkanen. Et puis après, il faut penser à donner du temps à Collier. Il faut penser à donner aussi du temps à Cody Williams. C'est important. Et puis je suis aussi allé chercher quelqu'un que j'apprécie bien. C'est Gordon Hayward pour compléter l'effectif. Voilà. Donc ça, c'était une petite... un petit plaisir personnel d'aller chercher un ancien de la franchise pour apporter un petit peu, parce que au final quand même le but c'est développer les jeunes. Et puis Gordon Hayward à ce stade-là il est à 74 d'overall, donc on va pas non plus en faire notre franchise player, hein, on va pas se mentir. Voilà, donc maintenant tout ce qui compte c'est de voir un peu ce que ça peut donner. J'en ai pas la moindre idée à ce stade-là, mais je pense qu'il faut jouer de manière un petit peu plus agressive que ce qu'on pouvait jouer auparavant. Et puis aussi adapter le côté stratégique en se disant que finalement pas grand-chose ne correspond en termes d'excellence. Donc puisque c'est ça, on va rester en version équilibrée. Je pensais pouvoir modifier quelque chose ici, en fait non, il vaut mieux rester équilibré. Puis après c'est parti. Ça commence très très mal. Ça commence avec un blowout du côté de New York, mais il faut attendre un certain nombre de matchs à mon avis avant de pouvoir vraiment juger. Je me suis donc laissé tenter par jouer le match contre Miami, et je vais être très très honnête, c'était une bouillie de basket, ça a été affligeant,
à tel point que j'ai honte de vous le montrer. Je trouve ça mauvais. En fait, quand on joue bien, on n'a pas l'adresse, c'est quand le reste du temps, on joue mal. Donc voilà, ça c'est pour moi. Donc ça se passe pas bien à ce stade-là. Néanmoins, je garde la confiance, même si voilà, donc, depuis le trade, on a 3 défaites. On n'a pas la même profondeur, hein, c'est sûr, hein, mais bon, en même temps, pour dire les performances qu'on faisait avant, honnêtement, c'était pas terrible. Et donc, bah oui, on arrive à piquer un match comme ça contre les Hawks. J'en viens en fait à être émerveillé lorsque mes Utah Jazz gagnent un match. Et là, c'est encore le cas. Incroyable, incroyable. On bat les Suns. Mais c'est invraisemblable. Je ne crois plus en la victoire. Je crois qu'en fait, c'est en train de me déprimer le truc à ce stade-là. Et alors, en plus, on a une confirmation de ce que je vous disais juste avant par rapport à la qualité de la classe de draft suivante. C'est-à-dire que, très clairement, le tanking, a priori, ça sert à rien. Il y a peut-être ce Lauren Burks au poste 4, ou peut-être Trace Baker, l'arrière, là, qui est projeté en 8. Honnêtement, c'est super difficile. J'ai pas de lisibilité. Je vais aller explorer un petit peu pour voir s'il n'y en a pas qui nous cachent des choses et qui ont un potentiel de dingue. Mais cette classe de draft qui s'annonce, elle est assez calamiteuse, voire médiocre ou quelconque, dites-le comme vous voulez. Alors, c'est pas facile. Je regrette donc d'autant moins d'avoir bougé sur le marché, parce qu'au final, il fallait faire quelque chose. On se renforcera pas forcément avec la draft 2025, quoi. On l'a bien compris. Et donc, allez, encore un petit match, encore une petite défaite, j'imagine. Voilà. Allez, on enchaîne. Surtout, on se décourage pas et on a foi en l'avenir. Mais peu d'envie de jouer parce que en fait, je n'ai pas vraiment intérêt à gagner. Et en plus, j'ai une équipe qui demandera du temps avant d'être efficace. Voilà. Je pense qu'on peut attendre des progressions pour Keontae George, déjà dès l'été 2025. On aura aussi 2-3, peut-être Hendricks aussi, qui va progresser. Là, pour le moment, il a un moral désastreux. Je pense qu'il est complètement atteint par la quantité de défaites. Les autres, ça va, ils ont bon moral. Ils aiment bien perdre. Et voilà, hein, je veux dire, il faut pas trop s'apesantir, je crois. Donc c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais la faire courte. Hein, on va conclure très très rapidement là par rapport à cette mauvaise période pour le Jazz. Et puis peut-être que la suite sera beaucoup plus drôle. En tout cas, je pense. Vous avez vu cette petite série de défaites là, elle est pas mignonne. 7 d'affilée. Allez hop, une petite 8e contre le Magic d'Orlando. On affronte les Pacers. Qu'est-ce que vous voulez qu'on aille gagner encore un match pareil? Voilà. Et hop, on arrondit. Ça fait 9. Petite défaite peut-être encore face aux Warriors. Non, on va voir ça après. Parce que là, j'avais aussi une opportunité. C'était de prolonger Marcus Smart. Qui, honnêtement, allez, mince, c'est quand même un sacré joueur. Moi, je veux le garder. Il peut être super utile par la suite. Imaginez, on chope 2-3 joueurs supplémentaires, on devient compétitif, on est hyper heureux d'avoir Smart dans l'effectif. Donc surtout pas passer à côté d'une prolongation pour l'ancien des Boston Celtics. On en reste là pour le Jazz. Je ne fais pas avancer davantage le calendrier ici, on va plutôt s'occuper maintenant de vous montrer ce qui s'est passé dans la même période pour les Clippers, le tout en sachant que dans les commentaires de cette vidéo, je vous en prie, dites-moi si vous voulez voir, parce que c'est sur du long terme qu'on peut voir les choses aussi. Donc Utah ou Clippers, franchement, les deux peuvent présenter des avantages ou alors des inconvénients. Je vous laisse me dire tout ça. Du côté des Clippers, au final, vous allez voir que la situation, elle n'est pas si facile à gérer que cela, parce que donc, quand je démarre cet épisode, on est à 7 victoires et 10 défaites. On est évidemment
sur une problématique qui n'est pas nouvelle et qu'on retrouvera et qu'on verra sûrement au fil de la saison quand on va suivre la NBA réelle. Et, euh, et on se demande un petit peu quoi faire. Je vais vous expliquer un petit peu quelle a été ma réflexion. Les Clippers démarrent donc un peu péniblement, mais à la limite on peut se dire c'est pas grave. On a eu un peu d'absence de Kawhi Leonard, mais puis après je l'ai remis quand même, il fallait. Cette victoire et 10 défaites, on est au contact. Donc c'est pas tellement ça le problème principal. On a surtout, je dirais, une rotation qui est difficile à équilibrer, je trouve, parce que James Harden apporte, très clairement il apporte. Kawhi Leonard, évidemment, il n'y a pas besoin d'en parler. Et puis derrière, à part un peu Zubac et un peu Norman Powell, c'est un peu le désert, faut le dire. Donc déjà, ça c'est compliqué parce que Nico Batum, honnêtement, il apporte pas beaucoup dans cette version-là du jeu, on va dire. Terrence Mann non plus, il y a comme ça pas mal de choses qui sont un peu décevantes. J'ai donc décidé d'avancer. Je me suis dit, tu avances au maximum jusqu'à, mettons, la veille de la trade deadline. Et puis ensuite, on verra bien. Et je vais vous expliquer quel est mon souci. C'est que donc, on n'a pas le premier tour 2025 des Clippers. Bon, ok, ça va, on en a déjà parlé. Maintenant, on va pas non plus s'apesantir là-dessus. Juste vous montrer, là, voilà, je fais une petite entrée en jeu à 5 minutes du terme du match contre les Celtics, pour voir un petit peu aussi cette équipe, de quoi elle était capable en situation, manette en main. Donc, à part le show Jason Tatum, qui nous met tout de suite à 9 points, après on a réussi à revenir un petit peu, parce qu'ils ne peuvent pas non plus avoir toute l'adresse du monde en permanence. James Harden, quand même, c'est un drôle de coco, hein. Il nous met des shoots d'un autre monde par moment. Ensuite, on a eu Jrue Holiday qui est sorti de sa boîte. Voilà, je résume un petit peu. Et là, il faut arracher une prolongation. Prolongation à arracher, c'est possible. Allez, James. Oh, quel dommage. Donc voilà, petite entrée en jeu qui aura été environ 4 minutes de la fin pour moi. Et où on perd comme ça sur un shoot qui a failli rentrer. Et donc, le problème, c'est que les assets ne sont pas nombreux dans cette équipe des Clippers. On a peut-être Zubac qui peut nous rapporter peut-être même pas un premier tour d'une équipe, mais d'une année à venir, mais peut-être la même chose pour Norman Powell. Oui, éventuellement, il peut nous ramener quelque chose également. C'est une petite monnaie d'échange en tout cas. Après, Terrence Mann, un petit peu trop faible dans l'évaluation pour pouvoir nous ramener quelque chose. Je parle pas de Chris Dunn, Kevin Porter, donc je disais Nico Batum. Peut-être Derrick Jones peut rapporter quelque chose. Et sinon, la seule monnaie d'échange, à partir du moment où vous voulez pas faire partir Kawhi Leonard, et je pense pas qu'il faille le transférer, pour moi c'est absurde, il restera jusqu'à la fin de sa carrière, c'est d'éventuellement bouger James Harden. Mais le problème, c'est que James Harden, honnêtement, il a re-signé là à tarif relativement réduit. Il a une année plus une en option joueur. Qui peut imaginer une seule seconde qu'ils vont bazarder Harden comme ça, les Clippers? Donc vous voyez, je suis un peu tenaillé parce que autant sur d'autres équipes plus faibles, je me sens libre de faire des transferts de manière assez violente, quoi. Vous l'avez vu juste avant avec le Jazz, où on met un blockbuster trade en place. Autant pour les Clippers, je ne peux pas faire partir Kawhi Leonard. Ah zut alors. Zubac blessé. Alors ça c'est vraiment pas de bol pour nous, hein. Ça permet de faire jouer un petit peu Kai Jones et de mettre Mo Bamba en titulaire, mais vous voyez,
dans la NBA 2024-2025, quand vous commencez à mettre Mo Bamba titulaire, ça veut dire que déjà vous courez pas mal de dangers, quoi. Hein. Kay Jones en backup, j'ai envie de dire pourquoi pas sur le plan de l'énergie, mais voilà, c'est compliqué. Donc on est voilà sur cette période, vous voyez, de la fin de la NBA Cup ici, et on accuse un bilan de 16 victoires à 21 défaites. Heureusement, Zubac ne restera pas absent bien longtemps. C'est plutôt préférable. Et voilà, donc j'ai pas vraiment de monnaie d'échange. Je veux pas faire partir Lennard et je refuse de faire partir un peu bêtement James Harden. Bon bah à partir de là on est bloqué. Hein. Donc voilà ce qui m'a animé, je vous l'explique, parce que peut-être vous vous demandez pourquoi j'ai pas fait sauter le roster avant déjà d'en être là, vous voyez, au 21 décembre, avec un bilan toujours un petit peu en deçà des 50%. Et je pense qu'à l'Ouest, en plus, pour aller chercher les playoffs, il faudra être un petit peu plus proche des 50%, voire même légèrement au-dessus. Je sais même pas si avec un bilan de ce type-là, on accroche le play-in. Ça, c'est encore à voir, mais avec le niveau assez homogène des équipes de l'Ouest, c'est pas du tout garanti. Alors, donc, vous voyez, c'est un peu chaud-froid, on alterne une victoire, une défaite. Il n'y a pas de série de victoires qui se dégage. Il n'y a pas quelque chose en particulier qui vraiment peut nous mettre du cœur à l'ouvrage. Allez, on approche ici du changement de page sur le calendrier. On a dépassé le 1er janvier. On est toujours sur un bilan assez similaire. Et vous voyez donc, je vous montre les stats, voilà. On n'a pas beaucoup évolué par rapport à ce que je vous ai montré. Allez, à la limite, vous voyez, il y en a un qui, franchement, montre le bout de son nez. C'est Kevin Porter, moi je trouve, il est quand même de plus en plus intéressant. Il mériterait peut-être un rôle plus intéressant, plus important. Bon, et à part ça, il n'y a pas grand-chose qui pointe à l'horizon. Voilà, toujours défaite, victoire, défaite. Bon, ça continue sur le même tempo, même si les Nuggets ici nous mettent une belle charge. On va jusqu'à 5 défaites de plus actuellement que de victoires. Ça fait assez mal. Heureusement, on bat les Hornets. Ensuite, perd contre le 8. Brooklyn, honnêtement, ça va être bien dur à battre. Voilà. Bien dur à battre parce qu'ils sont pas mauvais dans la partie. Hein. Et on plonge 17 et 23. Heureusement, ici, une 18e victoire. Portland, heureusement. Et c'est comme ça, voilà, que vous voyez, je me dirige vers la fin du mois de janvier. La trade deadline, elle est le 6 février. Hein. Donc on a encore le temps de faire quelque chose. Un gros Kawhi Leonard pour battre les Lakers. Mais toujours pas de décision concrète pour ce qui est de faire bouger les choses. Tiens, à noter que Boston passe un très mauvais moment à l'Est. Je ne comprends pas, ils n'ont pas de blessés. Et pour autant, ça va pas. Ça va pas du tout, on les bat d'ailleurs. On revient proche des 50% ici, c'est assez intéressant. Avant d'affronter Milwaukee qui nous bat d'un point, zut alors. Donc voilà, il reste très peu de temps ici avant que je doive réellement prendre une décision. Victoire contre les Suns, ça nous rapproche encore des 50%. Ça résout pas nos problèmes en fait. Et vous vous doutez, j'ai réfléchi, j'ai hésité, j'ai cherché un petit peu qu'est-ce qu'il pouvait y avoir comme possibilité d'améliorer le roster pour finalement me fixer sur 2 choses que je vais vous présenter assez immédiatement. Je pense qu'il fallait essayer ici de donner une dernière chance à Kawhi Leonard et James Harden de pouvoir aller glaner quelque chose en play-off. Et pour ça, j'ai bougé. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait une recherche de trade sur Norman Powell et Bones Island. Donc, à partir de là,
il y a des petites choses qui ressortent qui sont pas inintéressantes. Par exemple, je trouve qu'on est au faible au poste 4 et Nikola Jovic du Heat peut nous apporter quelque chose d'assez intéressant, surtout qu'il peut aussi représenter une forme d'avenir. Vous avez vu, il a un beau potentiel. Et puis après, il y a aussi un pivot. Moi, je trouve qu'on manque d'un pivot très autoritaire et très, comment dirais-je, impactant physiquement dans la raquette. Et il y a quelqu'un qui est en perdition du côté de Portland, c'est DeAndre Ayton. Voilà, vous avez compris. C'est là-dessus que j'ai bâti un trade, en essayant ensuite de trouver des pièces pour équilibrer les choses et faire en sorte que l'IA soit d'accord avec tout ça. Donc, on récupérerait Jovic et Ayton. Le Heat récupérerait 2 joueurs, peut-être, surtout Norman Powell, assez pourvoyeur en points, avec un backup meneur qui est quand même pas mauvais. Bones Island, c'est un bon joueur. Et puis après, Portland, j'ai envie de dire, les pauvres, ils en sont plus au stade où ils ont besoin réellement de sauver quoi que ce soit. Ils sont en train, comme le Jazz, de réaliser une saison désastreuse. Et donc, par là même, contrat de Duncan Robinson, de toute façon, il expire l'année d'après. Et puis récupérer Ivica Zubac, pareil, il y a aussi une année de contrat après celle-ci. C'est pas forcément des mauvaises monnaies d'échange, de toute façon, qu'est-ce que ça va améliorer. Et donc, il va me manquer encore un petit quelque chose. Ce petit quelque chose, dans la balance, c'est Amir Coffey. Ça tombe bien, sincèrement, je comptais pas vraiment sur Coffey. Et on va trouver un joueur dont vraiment Portland ne veut absolument pas, c'est Devontae Graham. Et on va comme ça essayer d'équilibrer les choses. Alors on n'est pas loin, quand ils disent « ce transfert ne nous intéresse pas », les deux, ça veut dire qu'on est à un chouïa de pouvoir se mettre d'accord. Donc on va se mettre d'accord avec un deuxième tour. J'espère qu'un seul suffira, des fois il en faut 2. Et donc là, dans ce cas-là, ça marche pas. Donc ça veut dire que le deuxième tour, il faut l'envoyer plutôt à Miami et non pas à Portland. Et c'est comme ça qu'on va faire passer ce trade. Il va aboutir. Et moi, je pense qu'on sort plus fort. Je pense que Portland ne sort pas moins fort. Et je pense que le Heat, à un certain niveau, ils avaient des postes 4. Ils vont pas mourir de l'absence de Nikola Jovic, qui surtout est un joueur à développer. Ils n'ont pas forcément le temps, avec un Jimmy Butler vieillissant, etc. Donc voilà, je pense que ce transfert, moi je le trouve assez défendable. Et puis surtout, il va apporter quelque chose aux Clippers. Puisqu'on va avoir, côté athlétique, on va avoir un rebond encore meilleur avec Ayton. En tout cas, c'est ce que j'ai vu sur les premiers matchs que j'ai joués avec lui. Et puis, peut-être un petit peu plus d'impact physique aussi dans la raquette, quand même. Ayton a quand même un vrai potentiel de dingue. Je parle en tant que joueur de basket en général. Et puis après, voilà, constituer une rotation avancée en donnant les minutes qu'il mérite à Jovic, à Ayton. Et puis après, voilà, on bascule là vraiment vers une rotation qui vise les playoffs, c'est-à-dire que nos joueurs clés jouent 33 minutes. Donc on n'est plus sur le petit truc tranquille où j'économisais, en fait, sans le dire, Kawhi et James Harden. Là, on n'économise plus grand-chose. Il faut jeter toutes les forces dans la bataille. J'ai donc été tester tout ça du côté de Toronto, où les Raptors nous attendaient de pied ferme avec une construction d'équipe assez équilibrée autour de Scottie Barnes, qui est quand même leur franchise player, très très bon d'ailleurs, et peut-être amené encore à progresser, Scottie Barnes. Et il va falloir peut-être, on recroise la route de Cam Thomas, c'est rigolo, par rapport aux Nets, je dis ça, vous l'avez compris. Et puis attention à Quickly, attention éventuellement à RJ Barrett, que ces gens-là ne prennent pas feu et qui ne viennent pas comme ça nous importuner trop dans ce match. Regardez ici, je trouve pas de solution. Heureusement, Derrick Jones vient nous mettre un 3 points assez miraculeux, disons-le. Kawhi, pareil, essaie de travailler, mais c'est pas facile. Alors, hop là, on arrive encore avec un petit spin move. Là, il va se débarrasser du défenseur, venir profiter des qualités de Kawhi contre la planche. Et puis, finalement, dans ce match, j'ai eu une forte maladresse à 3 points, et notamment avec James Harden. Et puis après, le problème, c'est que
à chaque fois, Scottie Barnes se régale. Il est vraiment incroyable. Il se régale, il convertit tout ça. Et ça fait vraiment des difficultés à pouvoir se dégager d'une quelconque façon de cette emprise des Raptors. Ici, regardez, Agbaji, excellent ici dans ce match, le petit Agbaji. Et puis en fait, on se retrouve en difficulté. Voilà. C'est aussi bête que ça. Allez, on lâche quelques rebonds. Derrière, ils nous punissent presque. Heureusement, ici, c'était dévissé. Action assez charnière où ils pouvaient prendre jusqu'à 4 points d'avance. Et au résultat, la contre-attaque bénéficie à James Harden qui vient nous faire passer à 1 point devant. Donc la fin de match est assez intense. C'est très difficile. Cam Thomas nous plante ce qui pourrait déjà être une forme de dagger, mais c'est pas encore le cas. On a encore le temps de réagir. Pick and roll, Harden, Ayton pour hop là, le petit 2 points qui permet de passer devant. Maintenant, il faut défendre de manière efficace. Ils ont une possession. Harden qui défend sur Thomas, c'est rigolo, hein. 2 joueurs qui n'ont jamais rencontré de leur vie un mauvais shoot. Et heureusement, cette action aura été avortée. Et derrière, on termine dans le fall game. Ok, c'est pas florissant, honnêtement. Il va prendre le shoot, Barrett, mais il est pris par Jovic. Et derrière, voilà, je vous disais, ça va terminer assez calmement. Donc, au final, on se fait peur, hein, on fait pas un très très bon match. Il faut que je m'habitue un peu à jouer avec eux parce que même les timings de lancer franc, je suis assez bidon en fait. J'en rate, alors que honnêtement, avec James Harden ou Kawhi Leonard, il n'y a pas de lancer franc à rater. C'est impossible. Il faut juste avoir le bon timing et derrière, on prend ce qu'on a à prendre. Voilà, donc une victoire, ouais, franchement pas sensationnelle, où heureusement Leonard et Harden, à sa manière à lui, malgré une adresse catastrophique, aura été assez décisif. En face, donc, on aurait eu du grand Barnes, je l'ai dit, un pauvre Quickley, un pauvre Barrett et un Thomas bien défendu. Voilà. On s'en contentera pour la prise en main, on va dire, pour de vrai, de ces Clippers. Hein. J'ai mis le temps parce que je voulais vraiment voir comment ça se passait. Puis il y a un moment où il faut quand même bouger. Et j'espère que j'aurai pas de regrets sur la manière d'avoir échangé Powell et Zubac, mais je pense que normalement, on devrait être plutôt satisfait avec Ayton et Jovic. Ce qui fait que affronter les Lakers, c'est un vrai défi. Le classement, en plus, est très serré entre les deux équipes. Il n'est pas interdit de penser qu'il puisse y avoir un tiebreaker en fin de saison qui puisse faire la décision en cas de bilan égal pour les deux franchises. Donc, match super important ici. James Harden qui vient ici, hop, échapper au contre d'Anthony Davis. Et puis, on compte également sur l'adresse de Kawhi Leonard qui est mal défendu par Hachimura. Il faut penser également à impliquer davantage DeAndre Ayton en attaque, c'est-à-dire qu'il y a des situations dans lesquelles, par exemple, si Christian Wood est sur le terrain, il a facilité à s'imposer puisqu'il est beaucoup beaucoup plus puissant. Donc voilà, des petites séquences comme ça qui font qu'on fait plutôt un début de match assez correct, jusqu'au moment où les Lakers, et notamment par l'intermédiaire de LeBron James qui a une mismatch ici par rapport à Terrence Mann, vont commencer à nous faire du mal. LeBron fait un match assez exceptionnel, vous allez voir. Il aura tout fait, hein. Il fait du post-up, il fait du mi-distance. Il aura été décisif aussi sur des contre-attaques, il donne des bons ballons. Bref, il fait bien le boulot, LeBron James, pour sa dernière saison, hein, puisque je rappelle qu'il prendra sa retraite, ça a été annoncé en début de partie. Il prendra sa retraite là, dans cette partie, à l'été 2025. On vient de voir une action très positive pour Nikola Jovic. Et on a aussi, comme ça, des séquences difficiles dans lesquelles on prend pas le rebond. Donc ça, c'est embêtant. Il faut que Mo Bamba se fasse violence et prenne les rebonds qu'il doit prendre. James Harden nous fait un gros boulot. Donc ici, voilà, on prend 10 points d'avance. Donc là, je me dis, yes,
Peut-être enfin un match pas trop serré, maîtrisé, tout ce que vous voulez. Oui, sauf que l'adresse est en train de se barrer. Et on commence peut-être à faire aussi les mauvais choix. Derrière, les contre-attaques des Lakers sont très 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 dangereuses. Il faut absolument les couper, je pense, leur contre-attaque à eux. On a vu Reeves à 3 points, derrière LeBron James qui se rapproche du cercle et qui marque de façon incontestable. Ça revient. Anthony Davis, il ne faut pas lâcher le marquage parce qu'à mi-distance, il est fort aussi, tout simplement. Donc voilà, il y a un petit mélange de petites erreurs commises. Regardez ici, faute de James sur Terrence Mann. J'étais vraiment content. Et sauf que le deuxième lancé, il est échappé. Et derrière, regardez la contre-attaque. LeBron qui attend Christie, qui vient nous exploser le panier. En gros, au lieu d'un lancer franc supplémentaire, on se fait manger et on donne 2 points faciles. Derrière, Nico n'a pas l'adresse. Le shoot n'était pas forcément bon. Contre-attaque à 200 à l'heure de LeBron James, qui vient comme ça faire recoller les Lakers. C'en est trop. Temps mort. Et on a en plus quand même un peu de maladresse sous le cercle. Ici, Harden a été dans la capacité de marquer un panier tout cuit. LeBron qui travaille. Heureusement, j'ai réussi à remettre Kawhi Leonard face à lui. Ouf. On s'en sort. Mais ça n'est que partie remise, puisqu'ici, séquence de défense et de haute lutte à ce moment-là du match, en milieu de 4e quart-temps. Faute tout de même concédée à Reeves, qui va permettre comme ça aux Lakers de passer devant. Là, on n'a plus le choix, on est en galère depuis un bon moment. Il faut que ce tir rentre, sinon je te transfère. Ouf, ça va. Ou alors je te coupe la barbe. Bref, on s'en sort. James Harden a raté l'occasion de s'attirer la foudre des dirigeants. Et blague à part, c'est une fin de match très très serrée, dans laquelle on a la chance de mener d'1 point, mais regardez, très belle défense par-ci, contestation par-là. Heureusement ici, on va avoir une contre-attaque facile pour Leonard qui passe, finalement, fait passer l'équipe 3 points devant. Donc ça se joue vraiment à peu de choses. C'est très très serré. Ici, la grosse défense de James Harden sur LeBron James, et même rebond pour le barbu. Et voilà, on va s'en sortir ici avec une décision complètement honteuse de 3 secondes sur Anthony Davis, quoi. C'est un scandale. Ça m'énerve les 3 secondes. Il faut vraiment que je réduise la fréquence dans le jeu, là. Réduise la fréquence des 3 secondes, parce que quand même, la manière dont elles sont trop sifflées, c'est vraiment abusé. Les Lakers méritaient d'avoir un shoot quand même sur cette action pour essayer de nous rejoindre, mais bon voilà, ça n'aura pas été le cas. Match plus satisfaisant que le précédent, pour être très très franc. Elle est significative, cette victoire, alors que celle contre Toronto ne l'était vraiment pas. Et puis en plus, elle est importante. Donc dans le duel à distance, LeBron James, Kawhi Leonard, ça aura été finalement assez serré. Et c'est Leonard et Harden qui font pencher la balance. On peut pas dire qu'Anthony Davis ait eu l'espace pour trop peser sur ce match-là. Et par contre, voilà, on a réussi à lui échapper par moment, parce qu'il exerce une dissuasion assez fantastique quand même dans la raquette. Quand il est sur le terrain, on n'attaque pas le cercle de la même manière que quand il est en train de se reposer, ce qui n'arrive pas longtemps, parce qu'il joue presque 40 minutes. LeBron James joue plus de 40 minutes, ça on l'avait déjà remarqué avec d'autres équipes. Voilà, donc à suivre, il faut confirmer tout ça maintenant. Aller en play-off pour les Clippers, c'est encore possible. On regarde le classement, regardez, à ce stade-là de l'Ouest. Donc Dallas, Oklahoma, Minnesota et Denver sont en tête. Pas de surprise. Les Warriors sont pas mal placés également. En revanche, il y a une vraie lutte pour les places 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, c'est ça. Presque 12, mais non, plutôt 6 à 11. Entre Lakers, Kings, Clippers, Grizzlies, Suns et Pelicans. Donc on va faire partie de cette lutte. Bon, le Utah Jazz, lui, il se bat juste avec Portland pour être dernier, mais voilà. Donc ça, c'est vraiment mon échec à moi. J'ai peut-être envoyé la machine à trade beaucoup trop tôt.
Il fallait peut-être faire autre chose avec le Jazz, je sais pas. En tout cas, c'est fait, c'est fait. Et puis donc, quand on regarde les stats indiv, bon, beaucoup de choses reposeront pour les Clippers sur Leonard et Harden. Hein. On va pas se mentir, c'est là-dessus que ça va se jouer. Sur les blessures aussi, hein, fatalement, parce que si vous enlevez l'un des deux, je pense l'équipe n'a plus du tout le même rendement. Hein. Surtout si on enlève Leonard, je pense. Et donc, on est soumis à ça. Il fallait faire un choix, donc je l'ai fait. Moi, je sais pas si c'est le bon choix du tout d'avoir tradé, d'avoir remodelé à ce moment-là. Mais bon, ça a été ce choix-là. Les Pacers se présentent à nous. Alors, les Pacers, c'est une très bonne équipe quand même dans le jeu, là, qui sont top 3 de l'Est. Elle gagne pas mal de matchs et elle a des dangers de multiples natures. En fait, le 5 majeur en entier est un danger. Il n'y a pas de joueur sur lequel on peut se reposer en se disant ouf, ça va, lui, il va pas nous faire de mal. Et donc, j'ai ainsi fait un petit résumé pour sélectionner quelques highlights, comme ici par exemple DeAndre Ayton qui gobe le rebond offensif pour ensuite remettre dans le panier après un raté de James Harden. Également, quelques petites actions. Ici, c'est Nico qui pose l'écran et qui permet à Kevin Porter d'aller marquer de près. Je vous dis qu'il est précieux en termes d'apport en sortie de banc. Ici, c'est un joli système qu'on me propose assez souvent pour démarquer un shooter, et notamment là, c'était James Harden à 3 points. On a aussi quelques phases défensives qui sont plutôt intéressantes. On arrive à nettoyer nos séquences en prenant les rebonds défensifs. Bon, après, il y a aussi parfois de la maladresse adverse, mais attention, Obi Toppin a fait un bon match. Il ne faut pas juste le cantonner à ça. Par contre, regardez, Nico Batum, toujours présent dans ces séquences où il s'écarte du cercle après avoir posé son écran. Ici, c'est DeAndre Ayton qui s'en sort super bien face à Miles Turner. Et pour autant, regardez, on est sur une config difficile puisque ils auront bien existé malgré ces petites choses offensives que je vous ai proposées, ces petites actions. En fait, on va se faire emmener en prolongation parce qu'on ne sera pas capable de négocier le ballon qui nous aurait fait gagner le match. Donc, allez, c'est reparti maintenant pour un méga money time où James Harden vient ici s'imposer. Kevin Porter à la balle, l'ami Jovic lui pose un écran. Forcément, ça pop et on peut aller comme ça marquer 3 points. En fait, mes 2-4 sont des stretch forts et je crois que ça convient pas mal à cette équipe-là. On a Kawhi qui est capable d'enrhumer Mathurin. Ici, hop là, pour une action assez décisive. Et ce qu'il faut dire, c'est marrant parce que je m'en aperçois surtout en vous le proposant là, c'est que l'ami Leonard aura été bon, évidemment, Harden aussi, mais surtout, on peut croire que c'est offensivement que ce match a été gagné, mais en fait, quand on regarde les pourcentages, c'est notamment parce qu'on a super bien défendu les séquences des Pacers. Après, l'avantage, c'est qu'ils sont un peu prévisibles. Je commence à les connaître et je commence à savoir ce qu'il faut aller contrer du côté des Indiana Pacers, donc c'est pour ça que j'ai pas voulu trop insister dessus, sur ce petit résumé. Et voilà, donc victoire de nos Clippers, malgré une grande maladresse de nos 2 stars, mais les autres ont tout à fait le boulot. Ayton continue à être énorme au rebond, et puis en face, je vous dis, voilà, Haliburton notamment aura souffert, ainsi que Pascal Siakam. En fait, on a fait le boulot, quoi. Voilà, on a juste neutralisé l'attaque des Pacers, qui du coup ne se retrouve pas avec un vrai plan B, surtout quand Mathurin est pris par Leonard, si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, victoire dans la foulée qui nous permet de passer cette période-là avec 2 victoires de plus, 27 victoires et 25 défaites. Ensuite, je passe aux Grizzlies un tout petit peu avant le All-Star Game. En fait, je suis rentré en jeu parce que le match paraissait intéressant. Il restait 3 minutes. Il y avait un lancer franc restant pour James Harden, ou 2 même d'ailleurs. Et puis derrière,
On a une possession super importante après une jolie défense. C'est pour Nikola Jovic, ici, à 3 points. Donc oui, je vois tous les bienfaits de l'arrivée de Jovic dans cet effectif. C'est Bane qui aura pour autant le ballon de la victoire, mais non. Ce sera défendu par James Harden, s'il vous plaît. Attention, qu'est-ce qui se passe? Mais il n'est pas si mauvais au final dans le jeu défensivement, le James. Et puis voilà, on continue à avoir les joueurs auxquels on peut s'attendre qui scorent le plus massivement. Dans la foulée, après le All-Star Game sur lequel seul Kawhi Leonard a été convoqué, on récupère Mo Bamba, ce qui veut dire que je peux le remettre à la place de Kai Jones dans ma rotation avancée. Donc voilà, je préfère quand même un petit peu Mo Bamba, faut pas rigoler, il est un peu meilleur. Et pour autant, Kai Jones fait le boulot en ce qu'on lui demande en job de poste 5 de base, à prendre du rebond et à dissuader. Mais on préfère quand même mettre Bamba dans la rotation quand c'est possible. S'en est suivi une victoire assez large pour le début du road trip de 7 matchs que l'on voit. Donc victoire sur les Bucks. Et dans la foulée, victoire aussi contre ces mêmes Pacers que je vous proposais il y a quelques minutes. Donc le road trip démarre bien. Et vous allez voir que ça va se poursuivre. Alors, une victoire face aux Pistons. On a envie de dire, c'est presque normal en cette saison. Victoire du côté de Chicago. Ok, celle-là aussi, on peut l'estimer assez normale. Et puis après, comme on approche de la date limite de prolongation des contrats, je vais quand même regarder ce qu'on a. Et regardez, DeAndre Ayton est d'accord de re-signer. Après, à ce tarif-là, je trouve que je le vole. Donc, ça me va pas. Je vais attendre l'été. Après tout, il a encore une année de contrat après celle-ci. Donc, il n'y a pas une urgence absolue à vraiment, prolonger DeAndre Ayton. Regardez, d'autant plus que si on veut garder... si on veut regarder un petit peu la situation salariale de l'équipe, il va y avoir, si Harden n'active pas sa player option, il va y avoir pas mal d'argent disponible. Il peut y avoir même, on peut envisager encore de refondre un petit peu l'effectif pour apporter un peu notre patte personnelle et construire un projet peut-être sur un peu plus long terme. Il faut voir ça, mais... il y a encore beaucoup de points d'interrogation à ce moment-là, je ne sais toujours pas. Je pense que c'est cet été que j'aurai des idées plus précises. Dans la foulée, on bat les Lakers. Très bien. On passe donc cette fameuse date limite de prolongation des contrats. Et puis j'ai décidé ensuite de jouer le match suivant face aux Lakers, 2 jours plus tard, pour avoir, une possibilité de s'étalonner face à cette équipe qui, bien que perfectible, reste tout de même, et vieillissante, reste tout de même une valeur sûre et surtout dans le jeu difficile à manipuler parce que LeBron James, c'est quand même difficile à tenir. On l'a un peu vu soit avec une autre de ces équipes que je vous propose là en ère moderne. Et voilà, c'est un vrai défi. J'ai mis Kawhi Leonard sur LeBron. J'ai laissé Jovic sur Hachimura. Et regardez ici, hop là, D'Angelo Russell, très très joliment, inscrit le premier panier sympathique de ce match. Quelques minutes plus tard, c'est Kevin Porter, très précieux en sortie de banc. C'est presque notre 6e homme depuis le départ de Norman Powell. On n'a pas vraiment l'adresse, vous voyez. Je vais rater beaucoup de shoots dans ce match avec Kawhi. Et de l'autre côté, Anthony Davis nous fait un peu la chanson. Ça commence à creuser un peu l'écart. Regardez, Gabe Vincent ici, qui leur donne 9 points d'avance. Là, ça commence même à être pire que tout. C'est l'urgence totale. Au moment où on contre LeBron James, regardez, et Mo Bamba fait l'action parfaite. Contre sur LeBron James, derrière, 3 points en contre-attaque.
On arrive à prendre le rebond sur des séquences défensives victorieuses. Et ensuite, en attaque, hop là, on a cette possibilité de fixer et de sanctionner à 3 points. Je regrette vraiment pas l'arrivée de Jovic. Je trouve que c'est une super acquisition. Et on finira dans le fall game pour assurer cette victoire. Même si, regardez, hop là, LeBron James qui va encore de sa petite action, faute. Et Harden va nous plier le boulot. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est que on aligne les victoires. On a été plutôt adroit à 3 points en plus. C'est quand même sympa. Et c'est une super spirale. Franchement, énorme spirale que celle de mes Clippers à ce moment-là de la partie. Et je sais pas trop si ça va durer, mais honnêtement, tout pourrait être foutu par terre par une blessure d'un joueur important. Mais en attendant, c'est drôlement bon. Et on a bien contré le duo Anthony Davis, LeBron James, avec une maladresse assez incroyable pour nos 2 meilleurs scoreurs habituels, mais finalement il y en a d'autres qui ont pris le relais, donc pas de problème. Ensuite, 2 jours ou 3 jours plus tard, ce sont les Suns à qui on rend visite pour la fin, ou presque, de ce road trip, et je n'hésite pas à rentrer à un peu moins de 4 minutes de la fin, plus 3 pour les Clippers. Et cette action va peser lourd dans la balance. Regardez, Chris Dunn qui arrive à retrouver Jovic pour un sublime panier. Et ce sera très serré jusqu'au bout. Avec ensuite ce panier complètement décisif de Kevin Porter. Voilà. Il est important, je vous disais, un peu un rôle de 6e homme là, scoreur. Et forcément, on en retire tous les bénéfices. Je crois que c'est probablement la 11e victoire d'affilée ou quelque chose comme ça que cette victoire du côté de Phoenix. Donc là, il y a vraiment spirale. Et ça commence à sentir vraiment très très bon. Hâte de voir la suite et de terminer cette régulière. On gagne encore dans la foulée contre les Pistons. Là, vous allez voir, on va aller quasiment vers les 15 victoires d'affilée là, dans les matchs qui suivent, puisque spirale il y a. Donc là, on peut pas dire grand-chose, hein, si ce n'est que le trade a quand même été vachement positif. Finalement, laisser partir Norman Powell, Zubac, ça n'a pas été l'horreur pour nous, hein, bien au contraire. Et ça a peut-être même apporté déjà une première pierre de reconstruction par rapport à Nikola Jovic, hein, quand on regarde bien. Et puis à la limite, pourquoi est-ce que Ayton ne pourrait pas enfin trouver sa place quelque part? Alors là, par contre, vous allez voir que l'absence de Chris Dunn, juste sur ce match contre les Pelicans, va nous coûter cher, notamment à cause de Dejounte Murray, son vis-à-vis naturel. Donc voilà, on est vachement fragile. À peine il y aurait une blessure d'un joueur clé, même Dunn, hein, tout de suite c'est la catastrophe. Alors là, je rentre en jeu contre le Heat par exemple, mais comme tout le monde est épuisé dans le 5 majeur, parce que, alors bonjour les simcasts, hein, ça c'est quand même un truc qui est pas mieux qu'en My League depuis plusieurs années, hein. Qui dit simcast dit gros n'importe quoi, et donc j'ai tous mes mecs qui étaient à 50 au niveau de la forme. Du coup je suis obligé de faire rentrer l'équipe entre guillemets B, le banc quoi, hein. Mais sauf que quand on sort du banc, les joueurs, en fait, il y a Kevin Porter. Et lui, il est vraiment irrespirable. Après, une fois que les titulaires ont un peu soufflé, on refait rentrer. Du coup, on est au contact. Jimmy Butler nous fait un mal de chien. Ici, m'a fait sauter le bougre. Il est super fort, Jimmy, dans le Money Time. C'est pas une nouveauté. Et puis, James Harden à la manœuvre. C'est toujours bon pour distribuer des passes d'ess, surtout quand on a des shooters autour. C'était quand même le vieux fantasme de Daryl Morey à l'époque des Rockets. Souvenez-vous, 2017-2018, essayer d'entourer Harden de shooters. Il était même allé jusqu'à mettre PJ Tucker en poste 5. Et regardez, James Harden, quand il a une équipe cohérente autour de lui, il renaît. Et il est, franchement, il fait une saison impeccable. Il est extraordinaire. Si c'était là, je me dirais quasiment que je le prolonge, en fait. Parce que
je vois pas pourquoi on ferait partir un joueur qui est aussi fort et qui est aussi bien entouré. Donc vraiment énorme. Au passage, donc on prend cette victoire ici face à cette équipe de Miami, vraiment dans le money time. Noel se dit que finalement il est pas mieux ici que... Mais non, mais il ne peut pas demander son trade, hein. Mais il est pas mieux ici qu'il n'était auparavant aux Clippers. Et en revanche, Jovic, il doit se dire qu'il y a une sacrée opportunité de prendre une place de choix dans un effectif de contender, peut-être, parce que j'ose le dire à ce moment-là, 39 victoires et 26 défaites. On est passé au-dessus de la barre des 60% de victoires. On commence à rêver, sait-on jamais. Alors, quand on a par contre des blessures, vous voyez ici c'est Porter qui va me manquer. Dunn était revenu. Et moi je me refuse à faire jouer Devonte Graham parce que c'est un trou noir en défense. Et donc j'essaie de répartir les minutes entre les autres joueurs. Ce qui nous met quand même un peu en porte-à-faux, je l'avoue. Quand on en est à mettre 6 minutes à Keegan Murray au poste 2, pas top. Mais voilà, perdre Porter, c'est vraiment horrible. Parce que c'est quasiment lui, le meilleur meneur de l'équipe. Sauf que, évidemment, Dunn, c'est un spécialiste de la défense. Voilà, donc finalement, on a besoin des deux. Et donc, j'aime bien la complémentarité. Après, je veux bien savoir ce que vous en pensez, mais moi j'ai l'impression d'avoir un avis assez définitif sur la question. Alors, donnez-moi tort, hein, je vous en prie. Défense plus importante sur Touquet ou l'attaque? Juste parenthèse, classement. Mavericks, Thunder, Timberwolves et Nuggets sont globalement le quatuor dominant de l'Ouest en cette saison. Après, il y a Warriors et Clippers qui vont comme ça toquer à la porte pour 5 et 6. On va voir. Ça veut dire qu'en fait, les places 5 et 6, les places 1 à 6, pardon, elles sont quasiment... Il y a des gros favoris à ce stade-là. Derrière, c'est la lutte. Il y a Memphis qui s'accroche. Et puis après, entre les Pelicans, les Kings, les Spurs, les Rockets, les Lakers et même les Suns, c'est hyper serré. Voilà, il y a très peu de matchs qui séparent 6 équipes, 2 matchs exactement, 2 victoires. Ils sont séparés de 2 victoires. Et puis après, par contre... Tout en bas de l'Ouest, on n'a pas de surprise, hein. Nos Jazz qu'on a laissé tout à l'heure, ils continuent à perdre et il n'y a pas grand-chose d'intéressant à vous raconter au moment d'aborder la toute dernière partie du calendrier. Alors, je continue à simcaster relativement massivement. La vidéo est longue, hein, j'en suis conscient, donc on va essayer de terminer. Retour de Kevin Porter. Donc, juste pour revenir sur cette question-là que j'ai soulevée. Défense ou attaque prépondérante dans Touquet? Et moi, je pense sincèrement que ce sont les qualités défensives de certains joueurs qui peuvent vous faire gagner des titres, comme le dit le proverbe. Hein. L'attaque fait gagner des matchs, j'aurais pu rajouter entre parenthèses en saison régulière, et la défense vous fait gagner des titres, entre parenthèses en play-off donc. Mais je crois que même en régulière, c'est quand même vrai. Si vous construisez une équipe qui a du rebond, qui a de la défense, et qui a quand même une possibilité de scoring, mais fut-elle top seulement 10-15 de la ligue au ranking, il y a moyen comme ça de gagner pas mal de matchs. Vous voyez, on a croisé la route ici des Jazz. Ça aurait été affreux de perdre contre le Jazz parce que eux, ils n'ont aucun intérêt à gagner quoi que ce soit et ces Clippers-là ont grand intérêt à gagner tout ce qu'ils peuvent pour essayer d'assurer une place dans les 6. Donc ça reprend quand même plutôt le chemin. Il y a un peu plus de victoires que de défaites. Il faut juste tenir le coup ici. Allez, encore Kevin Porter dans un match où Leonard est passé un petit peu à travers. Et par contre, on s'est fait ouvrir par Chet Holmgren, sur lequel il n'y a eu aucune solution trouvée avec 37 points. Dans la foulée, défaite également contre les Knicks. Puis on croise cette surprenante équipe des Nets à l'Est pour garder une victoire. Celle-là, elle rassure après 2 défaites. Et donc voilà, on est tout le temps en fait dans cette oscillation entre quelques victoires, une petite défaite ou 2. Mais globalement, les mecs font le boulot. Ici, par exemple, défensivement, il y a eu un énorme boulot. Et puis en plus, Leonard
s'est fait plaisir. Donc voilà, on continue, mais les tendances sont toujours les mêmes. On croise les Cavs là, et puis je suis rentré en jeu parce que quand même, c'était sympa de le faire. Regardez, pour un petit 3 points de DeAndre Ayton. Ce qu'il faut retenir de ce match, c'est un carton absolu de Mitchell, qui quand même a mis 62 points. Et bonjour l'extrapolé quand même si il est capable de mettre 62 points. Et puis nous, par contre, avec quasiment personne au-dessus de 20 points, on fait le job et on prend cette victoire face à des Cavs qui sont très très décevants sur la saison. Le Orlando Magic est moins décevant, mais on le prend quand même, ce match. Derrière, défaite contre une équipe des Pelicans assez courageuse qui s'accroche pour peut-être quand même sauver une place en play-in. Derrière, un gros blowout face aux Mavs qui sont à la lutte pour être premiers de la conférence, on l'a vu. Revanche, quelques jours plus tard, blowout dans l'autre sens. Décidément, c'est pas des matchs très intéressants. Pour une victoire cette fois-ci, les Spurs ne peuvent pas vraiment rivaliser. Ils vont rater les playoffs. Les Spurs vont les rater, de même que les Houston Rockets vont rater les playoffs. On les bat. La logique est relativement respectée. Puis après, derrière, il y avait ce match contre Sacramento. Et on est rentré en jeu à égalité à 2 minutes de la fin. Et tout va se jouer, en vérité, ça va être très serré. Et tout va se jouer sur une quasi-dernière possession ou avant-dernière possession, à voir. La balle est dans les mains de Kawhi Leonard qui va marquer le panier avec la faute de Domantas Sabonis. Donc, séquence de pick and roll classique. Petit écran posé par Ayton. Et derrière, c'est Leonard qui va peut-être pas plier le match, mais prendre déjà une vraie option sur la victoire ici, avec le lancer franc réussi ensuite. Et s'en suivra une séquence dont on a l'habitude dans ce jeu, à savoir les Kings qui manquent un petit peu d'inspiration offensive pour essayer de sauver leur match et d'attraper une prolongation. Vous voyez, le shoot à 2 points, je le laisse volontiers, surtout qu'il est raté. Et c'est DeAndre Ayton qui fera le boulot à la fin. Lui, le trade l'a vraiment transformé. On est sur enfin le DeAndre Ayton, je pense, qu'on aurait dû voir depuis qu'il est en NBA de manière continue, tout simplement. Les Kings n'accrocheront pas grand-chose dans cette saison. Peut-être le play-in, mais c'est un petit peu tout. Et puis nous, ça nous permet de monter encore un petit peu plus haut dans la conférence. À 50 victoires, déjà, on peut ambitionner peut-être le top 4 qu'on va confirmer face aux Warriors sur le dernier match, avec une victoire face à un rival direct. Alors après, les récompenses individuelles, Luka Doncic, ça paraît tout à fait cohérent, surtout que les Mavs sont tout en haut. Ce qui paraît peut-être un peu plus discutable, c'est pas le Rookie of the Year, parce que c'est très mérité pour Zachary Rizaché. Donc pas de problème, il le mérite statistiquement. En revanche, Amen Thompson, 6e homme, déjà là, pourquoi pas. Shoot pas à 3 points, c'est rigolo, il est vraiment pas adroit derrière l'arc. Victor Wembanyama, DP of the Year. Allez, ok, d'accord. Après, le Most Improved Player pour Amen Thompson, waouh. Ça pique un petit peu les yeux, mais c'est rien à côté de ce qui va suivre. Anthony Edwards, joueur clutch de l'année, sans rigoler, ça m'a pas sauté aux yeux, mais d'accord, pourquoi pas. Moi, j'aurais mis Schroeder, bien sûr, des Nets. Kidd, coach de l'année, et puis nous, on a le bonheur aux Clippers de récupérer un Manager of the Year. En même temps, c'est un peu le move qui a tout fait dans cette histoire-là, donc tout à fait mérité. Très bon move à la trade deadline pour les Clippers, si on se place de notre point de vue. Et puis sinon, après les All-NBA Teams, déjà, je suis pas trop d'accord. Je
Je trouve qu'il y a des places qui sont données à des gens juste parce que c'est des superstars ou des all-stars très confirmés, mais il n'y a rien de réellement logique dans toutes ces équipes-là. Je n'ai pas voulu toucher, j'ai laissé les choses intactes. Tant pis. Et puis, voilà, on est sur la tendance du moment, des dernières années, avec, pour ce qui est des All Defensive Teams, finalement que des intérieurs dans les deux. Donc, à titre personnel, ce ne serait pas mon choix. Moi, je préserverai l'équilibre entre intérieur et extérieur sur les équipes défensives de l'année. Et puis après, avec la règle des 64 matchs, il y a très peu de rookies qui ont rempli les conditions. Il y a Rizaché, Sarr, George, Filipowski, Collier et Carrington, Castle et Cody Williams. Basta. Les autres n'ont pas rempli les conditions, ce qui fait qu'on est même incomplet au niveau des équipes rookies, ce qui est assez, on va dire, dommage. Voilà, tout simplement. Le play-in s'annonce avec Memphis, Sacramento et New Orleans, Phoenix. La route sera longue pour les Suns pour aller un petit peu plus loin en playoff. Les Clippers joueront contre Golden State pour une confrontation qui est tout sauf facile et je dirais certaine au niveau de son issue. Et puis il y aura OKC en demi, si jamais ça passait. Pourquoi ? Parce qu'OKC fait deuxième de l'Ouest. Égalité de bilan avec les Mavs. Il doit y avoir un tiebreaker. Et Minnesota fait quatrième. Denver, même bilan. Le choc va être incroyable. Golden State fait 6, on s'en doute bien, puisqu'il joue contre le 3. Et puis derrière, quand même, saison pas dégueu des Grizzlies. Et puis après, on tombe dans des ratios victoires-défaites qui sont quand même pas faramineux. Le Jazz a réussi à gagner sa petite course à lui, à savoir être dernier. Mais c'est passé près. Les Spurs sont quand même loin des playoffs, les Rockets également, et l'accident industriel, il est pour les Lakers, qui pour la dernière saison de LeBron James, là dans la partie, c'est le cas, vont tout bonnement ne pas participer, ne serait-ce qu'au play-in. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt pour une vidéo Wizards qui englobera également ensuite les playoffs. Et puis, James Harden est content. Ça s'est plutôt pas mal passé en deuxième partie de saison. On verra si la suite ressemble à tout cela. Allez, bye bye, à plus.